Bonjour et bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. La conférence du médecin est une spécialité du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance. C'est dans l'Ain que le MAG a posé sa caméra pour vous faire découvrir une toute jeune délégation. En cette année Bernadette, le 25 mars, jour de l'Annonciation, est aussi un grand jour pour Lourdes. Et côté travaux, dans le sanctuaire, le jardin du recueillement sera prêt pour accueillir les pèlerins dès le début de la saison. Je peux utiliser des médicaments qui ne sont pas des chimiothérapies, qui vont juste intervenir dans le message entre les cellules, et on va empêcher aux cellules cancéreuses de bombarder le corps en disant « continue à me fabriquer des vaisseaux sanguins ». On va utiliser des médicaments qui s'appellent dans le public des thérapies ciblées. On va empêcher aux cellules cancéreuses d'émettre le message qu'elles doivent recevoir des vaisseaux sanguins. L'une des particularités du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, c'est de proposer une conférence tenue par un médecin cancérologue. Très suivie, cette conférence marque les esprits par son actualité. En 2018, c'est le professeur Jean-Pierre Delors, chef du département d'oncologie médicale à l'Oncopole de Toulouse, qui a fait le point sur les dernières avancées de la science. Certaines formes de cancer du rein, dont on sait qu'ils se font fabriquer beaucoup de vaisseaux sanguins initialement. On peut comprendre que pour des raisons souvent bonnes, nos prédécesseurs aient fait fonctionner un système un peu paternaliste vis-à-vis des patients. Je crois que les médecins de ma génération et naturellement les suivants ont moins peur des maladies, moins peur de répondre aux questions des patients et ont bien compris que pour que les personnes face à la maladie soient plus fortes, il fallait qu'elles sachent beaucoup de choses. Et donc je crois que ce qui est le sens de l'histoire et un réel progrès cette fois-ci, c'est que les médecins accompagnent les patients pour qu'ils deviennent experts de leur propre situation et donc plus forts en matière de cancérologie. C'est une exigence évidente. Donc on essaie de trouver des traitements pour les rallumer, pour leur dire il faut y aller, il faut aller se bagarrer. On ne peut pas expliquer la biologie moléculaire en quelques poignées de minutes en consultation, mais on peut répondre simplement à des questions qui sont les conséquences de ce que nous on sait sur les maladies. C'est qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider, qu'est-ce que je dois comprendre, comment je dois modifier certains aspects de ma vie. C'est un discours que les médecins tiennent plus facilement parce qu'ils savent que la recherche étaye ce qu'ils pensent. Et donc s'ils le disent simplement ou s'ils trouvent le moyen de le dire simplement aux patients, je crois que ça fait faire des progrès à tout le monde. On a beaucoup de programmes dans l'hôpital dans lequel je travaille qui sont des programmes qu'on appelle d'éducation au traitement, d'éducation thérapeutique, de coaching, de coordination, qui en fait ont tous le même objectif, c'est de rendre les patients plus autonomes, finalement moins dépendants des médecins. De toute façon, quand on a une maladie, on est obligé de fréquenter les médecins. Mais entre deux consultations, avoir bien compris, être capable soi-même d'avoir les bons réflexes, ou le petit contact qui permet d'aller dans le bon sens et de ne pas faire de bêtises, ça change tout. Et ça ne peut être fait que si on a partagé les informations dès le départ. D'autant qu'il y a Internet aujourd'hui et que ça peut faire autant de bien que de dégâts, non ? Oui, vous avez raison. Le problème d'Internet, tout le monde l'a dans tous les domaines de la vie. Le problème d'Internet n'est pas l'accès à l'information, le problème d'Internet, c'est le tri de l'information. Et donc, nous, on n'a aucun intérêt ni enjeu à empêcher nos patients à aller se renseigner. Mais je pense par contre que notre vrai rôle, c'est de les aider à se renseigner auprès de nous et au bon endroit si c'est complémentaire. Ce qui est vraiment très triste, c'est des patients qui vont sur Internet et qui presque par hasard tombent sur des informations qui les mettent dans des situations de stress majeures alors que en fait ça ne correspond même pas aux soucis auxquels ils sont confrontés. Donc ça nous fait de la peine. Mais personne ne songe à lutter contre Internet. C'est par ailleurs aussi une source de progrès, donc non, pas de problème avec ça.
La délégation Lourdes Cancer Espérance de l'Ain est toute jeune. Elle a été créée il y a 2 ans et marche déjà comme une grande. Les points forts de cette délégation, c'est qu'elle est toute nouvelle, donc du coup pleine de dynamisme, avec des personnes qui sont motivées et plein de dynamisme aussi. Donc c'est notre évêque qui a souhaité la faire naître parce qu'il avait l'expérience de Moulins, du diocèse de Moulins où il était évêque avant, où ça marche toujours très bien. Et puis c'est lui qui présidait le pèlerinage de 2016. On est parti à 3 la première année. Et puis Isabelle a accepté d'être déléguée. Comme responsable de la pastorale de la santé, j'avais fait beaucoup de sessions, de formations. Puis je me suis rendu compte qu'avec des soucis de santé moi-même, je comprenais beaucoup mieux beaucoup de choses. L'organisation du pèlerinage est un travail d'équipe, même lorsque le nombre de pèlerins est réduit. On n'est pas assez nombreux pour faire un car, mais on est trop nombreux pour faire une voiture. Donc on fait passer le car qui doit emmener les Lyonnais à Lourdes, passe par Bourg, on monte dans le car et nos amis lyonnais nous accueillent à Lyon et on descend à Lourdes. On essaye de faire parler de nous au sein de nos églises, de nos diocèses, voilà. Et ça marche, doucement mais ça marche. Les gens qui sont venus sont très contents, reviendront, parlent autour d'eux de LCE, ça marche. On utilise donc les dépliants de LCE et on a mis en place un petit flyer qu'on a voulu à destination de tous qui parle du pèlerinage. Enfin, le pèlerinage est cité, mais pas que, parce qu'on voulait aussi que ce soit vraiment vu au sens plus large que le pèlerinage. Parce que LCE, c'est pas que le pèlerinage, c'est toute l'année, il y a des rencontres, c'est une entraide entre les gens. Et du coup, on voulait vraiment que ça se sache comme ça. Le pèlerinage LCE figure dans la programmation des pèlerinages du diocèse de Belley-Ars. Une présence qui témoigne du bon esprit de l'église locale. L'objectif du diocèse, c'est d'assurer que la qualité des pèlerinages soit conforme à ce qu'ils doivent être. Et donc, tout le travail a été d'inscrire naturellement. Ça n'a pas posé de questions pour nous. C'est un pèlerinage parmi d'autres. Alors, bien évidemment, il y a la place du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance par rapport au pèlerinage diocésain de Lourdes. Pour moi, c'est 2 choses complémentaires. C'est pas le même objectif, c'est pas forcément le même vécu, pas le même volume de personnes qui vont se retrouver sur place. L'un va correspondre à certains, l'autre va correspondre à d'autres, soit parce qu'ils sont rejoints dans une réalité ou une autre. Je crois que c'est bien d'avoir plusieurs offres. J'ai une approche très commerciale des choses. Ça peut sembler étonnant, mais avant tout, on est au service des pèlerins et des personnes dans leur démarche de foi. Anne, notre secrétaire, qui a mobilisé un groupe de personnes tricoteuses pour faire les couvertures. Enfin voilà, chacun met la main à la pâte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est ça qui est important, c'est de faire ensemble. Pour la délégation LCE de l'Ain, il est un sujet particulièrement important dans la vie des personnes atteintes du cancer. C'est celui des aidants. Les aidants sont souvent mis à l'écart, sont souvent... Voilà, on les écarte des choses et pourtant ils ont toute leur place. Alors on prend souvent en compte les aidants professionnels, mais on oublie souvent les aidants naturels. Isabelle rend souvent visite à Monique et Guy. Depuis la maladie de Monique, Guy a vu sa vie transformée. Toute la charge de la maison, je veux dire, quand... heureusement, ça n'arrive pas toujours, c'est séquentiel. Hein. On a la chance de faire la vaisselle, la lessive, le lavage des parquets, voilà, un peu tout. On remplace, on fait tout ce qu'il faut faire dans une maison. Au départ, tu as dû aménager la chambre, prévoir le retour, les achats de matériel adéquat. C'est tout un nouveau monde. Et c'est vrai qu'on oscille sans cesse entre espérance et désespoir. Et c'est marrant parce que c'est séquentiel. En ce moment, on est dans l'espérance.
avec la peur de voir revenir le désespoir. Mais c'est marrant parce que ce sont les inquiétudes de l'avenir qu'on remet en question, on remet en question son avenir. Je dirais même dans des choses matérielles, et ça c'est plus difficile, parce qu'en fait, en organisant sa vie matérielle, je pense par exemple il faudrait qu'on installe une nouvelle douche pour une accessibilité plus facile. Le fait de le faire, c'est de faire le pas pour réaliser ces travaux, c'est difficile parce que c'est comme si c'était un pas vers l'irrémédiable, c'est ça qui est plus... Donc ce sont des inquiétudes de cet ordre-là qui sont... En fait, la maladie fait deux malades, je dirais. La personne qui est atteinte de maladie et l'aidant qui vit au rythme de la maladie de l'autre quand il faut aller à une consultation. On est dans la même anxiété probablement. Quand ça va bien, on se dit profitons-en parce que ça ne va peut-être pas durer. Donc on vit vraiment à l'unisson l'un de l'autre avec les mêmes soucis de maladie. Donc la maladie fait deux victimes, je dirais. Voilà. Une chose qui m'avait préoccupé aussi, c'était la solitude rencontrée lors de la maladie du conjoint, c'est-à-dire on se demande si on peut partager, ne serait-ce surtout avec les enfants, pour peut-être les charger d'une tâche qu'ils n'ont pas à supporter. Donc c'est toute une réflexion qu'on se fait. A-t-on le droit de faire Et ce qui fait qu'on vit dans sa solitude, et là encore, on se demande si il est légitime de partager ses soucis avec les autres. Qu'en fait, je n'ai plus d'évasion et autres, et j'ai peur de me noyer en fait dans cette occupation, et les peurs de perdre les relations autour de nous. Et centré sur la maison, centré sur nos vies. Et donc je suis particulièrement obligé de me forcer pour avoir des activités autres. Oui, c'est une confiance. Toujours ce mot confiance. Patience et confiance, ce sont deux grands mots. Et puis un petit peu d'eau. Non, c'est trop près pour les rives. C'est mon médecin qui m'a éveillé, parce que je tardais toujours à aller chez le médecin, et puis un jour je suis allé parce que vraiment j'avais des problèmes. 2 ans. Et le médecin me dit, mais vous êtes un peu, c'est pas normal que vous vous oubliez parce que votre épouse est malade. Donc c'est tout le problème. Est-ce qu'il est légitime, je dirais, de s'occuper de soi quand son épouse est malade? Voilà, donc il y a un peu... C'est au niveau de la légitimité, je dirais. Alors c'est peut-être un réflexe de notre éducation, peut-être. Donc il a fallu que ce soit quelqu'un qui me dise « Mais non, mais il faut que tu t'occupes de toi, parce que si tu n'es plus là, comment ça va se passer? Alors si toi aussi tu lâches prise. » Le bonheur, c'était quelque chose de vague. Mais aujourd'hui, chaque moment est précieux, parce que, en clair, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc il
faut saisir au vol tout ce qui se présente, je dirais, au jour le jour. Et surtout apprécier l'instant, ce qui n'est pas le plus facile, parce que, bon, dans la vie professionnelle, c'est toujours pressant, on prend le temps de rien, et là, il faut faire une marche arrière, qui est plutôt une marche avant, parce que c'est très appréciable, en fait, de redonner un sens à la vie. Et c'est paradoxal, d'ailleurs, de donner un sens à la vie quand il y a des notions, quand on s'approche plutôt de la fin, d'une fin de vie. D'un passage. D'un passage, oui. On prépare plus ce passage. C'est vrai? Oui. Avant, je faisais la relecture de la journée, le soir avant de m'endormir. Maintenant, je fais plus la relecture. Je me suis aperçue, par exemple, quand on a fait le chemin neuf, il y avait dans la prière, il fallait 3 choses. S'il vous plaît, merci, pardon. C'est maintenant que je le vis. Depuis le mois de décembre, surtout. Le 25 mars, jour de l'Annonciation, est une grande fête pour Lourdes. C'est le cœur et le sommet du message de Lourdes. Marie a préparé Bernadette à cette révélation du nom qui s'est faite après 3 semaines d'apparition, suivies de 3 semaines de silence. Le cœur de Bernadette était enfin prêt pour que la dame, non pas lui donne la révélation d'une étiquette. Je m'appelle Marie, je suis née à Nazareth, mais je suis l'Immaculée Conception. Je suis celle qu'on fête le 8 décembre comme la toute pure, en qui le Seigneur ne rencontre aucun obstacle et qui du coup le 25 mars peut offrir au monde Jésus qu'elle a accueilli dans son sein. En cette année Bernadette, le sanctuaire proposait une messe à la basilique du Rosaire, présidée par le père recteur, en présence d'une foule nombreuse. À l'issue de la messe, l'Angélus se tenait à la grotte. Avant le démarrage de la saison des pèlerinages, les travaux de l'espace grotte se terminent. La dernière tranche, appelée le jardin du recueillement, permettra aux pèlerins de prolonger leur passage à la grotte par un temps de prière sur la rive droite du Gave de Pau. Cet espace, on l'a aussi, il nous a été totalement inspiré par les pèlerins eux-mêmes, en fait, notamment les pèlerins locaux. On trouve beaucoup de Lourdais, de Bigourdans, de Béarnais qui viennent là, parce qu'ils savent qu'ici, ils pourront être face à la grotte, ils pourront prier en dehors des flux qu'on a sur l'autre rive. C'est plus propice au recueillement presque, par moment, de cet endroit-là. Et donc du coup, on a réaménagé cet espace dans cet esprit-là, en se disant, mais puisque naturellement les pèlerins viennent, prennent des fois les bancs même, et viennent les poser eux-mêmes pour prier là, ou viennent se mettre assis, ou à genoux, et bien structurons un peu cet espace. Donc c'est ce que nous avons fait. Vous voyez ici cette espèce de conque qui est presque en écho à la conque qu'on a de l'autre côté du Gave, puisqu'à la grotte, on a matérialisé à travers ces contentions en bois et ce sol béton une conque qu'on a reportée ici avec un rayon un petit peu plus grand. Donc tout ça se fait en écho avec ce qui s'est passé de l'autre côté. Donc un sol qui est traité de façon différente pour là aussi comprendre la rentrée dans un autre espace, dans un autre lieu. Ce que vous voyez là est un sol provisoire puisque nous n'avons pas eu le temps de faire le sol définitif pour être prêt dans maintenant quelques jours. Et cet espace donc sera équipé lui aussi, vous voyez ces petites réservations en sol, de lisses de contention, les mêmes que celles qu'on a de l'autre côté, pour encore renforcer ce sentiment d'une zone non pas privatisée mais privilégiée. Et bien sûr, on aura quelques bancs qui permettront de s'asseoir, une centaine de places. Dans un premier temps, on verra l'usage si on a besoin d'en rajouter ou peut-être d'en sortir. Il faut qu'on laisse aussi de la place pour les personnes malades, il faut qu'on laisse aussi de la place pour des gens qui veulent simplement s'agenouiller face à la Vierge. Et donc, pour l'instant, une centaine de bancs. Et puis de part et d'autre, des épaulements végétalisés, avec des plantations, encore une fois avec un magnifique don de nos amis de Pistoia. Le camion arrive aujourd'hui
700 végétaux qui vont être plantés sur ces 2 espaces que vous avez ici. Et donc ils vont venir épauler un petit peu, comme pour faire un effet de cocon autour de ce jardin de recueillement.